La medtech, c'est 600 milliards de dollars l'année. C'est un marché énorme et qui nous coûte 28 milliards de déficit dans la balance commerciale. Donc, est-ce qu'on veut continuer comme ça? Étant donné qu'on a les idées et le potentiel, c'est un crime de ne rien faire. Aujourd'hui, l'ambition qu'on doit avoir en Europe, c'est d'arriver à créer quelques fleurons industriels ou un fleuron dans la medtech qui pourront agir comme ce catalyseur, qui pourront participer à l'innovation et au financement des sociétés plus early stage, et d'autre part, et c'est là où la BUI, je pense, a un rôle à jouer, sur le financement. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Invest in Tech, le rendez-vous des investisseurs responsables et des porteurs de projets impact. En France, le secteur de la santé souffre d'une problématique majeure. En 2023, le déficit de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse a atteint le record de 10,8 milliards d'euros. Parallèlement à celui-ci, le déficit public, lui, poursuit sa courbe vertigineuse pour atteindre les 3 000 milliards d'euros, bien loin du pacte de stabilité fixé par l'Europe. Pour redresser les comptes publics et améliorer notre balance commerciale, l'État multiplie les mesures et brandit l'intelligence artificielle comme figure de proue avec une promesse, faire de la France un pays leader de l'innovation. Des acteurs du secteur privé s'associent à cet élan pour proposer des solutions destinées à redresser notre économie et notre système de santé. Ce sont les medtech, des sociétés innovantes qui appliquent les nouvelles technologies au secteur médical, intelligence artificielle, big data ou encore robotique chirurgicale, et ceci afin d'améliorer les soins et les processus de diagnostic des patients. En phase de R&D, ces entreprises ont besoin de capitaux très importants et là encore, le soutien des acteurs publics et privés demeure crucial. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Stéphane Piat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la société Carmat, une entreprise qui produit des cœurs artificiels. Vous avez une expertise en France et à l'international. Vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet qui a démarré en fin de compte il y a très longtemps, grâce à Alain Carpentier et Jean-Luc Lagardère, donc deux personnes très visionnaires. Alain Carpentier avait déjà, à un très jeune âge, révolutionné la chirurgie moderne en créant les valves péricardiques avec du tissu bovin. Et vers 35 ans, et tout de suite, après sa rencontre avec Jean-Luc Lagardère, ils ont eu l'idée de penser déjà à une maladie qui n'était pas encore importante à l'époque, puisque les gens mouraient autour de 60 ans, donc d'infarctus en général ou de cancer. Mais il se projetait, il disait les technologies vont évoluer, les gens vont vieillir plus longtemps, et donc on va souffrir d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance cardiaque avancée. Et là, ils ont réfléchi, notamment Alain Carpentier, il a dit qu'est-ce qu'il faut? Ça ne sera pas la génétique il faudra très longtemps, d'ailleurs on n'est pas prêt aujourd'hui. Donc il a dit ça sera mécanique, donc il faut une pompe mécanique très intelligente. Donc il a toujours été exigeant avec lui-même, donc il a toujours été exigeant avec les autres. Et il a voulu créer une technologie qui est unique aujourd'hui, qui fait des choses qui sont uniques, avec des technologies qui sont assez incroyables, qu'on n'utilise pas normalement en medtech, grâce à Matra et Jean-Luc Lagardère. Donc on a un cœur artificiel qui sert à pallier le manque de cœurs, d'organes, de greffons humains. Et il y a un besoin qui est énorme, qui est en train d'exploser, et c'est un besoin sociétal qui est très important. Quelqu'un devra apporter une réponse, et aujourd'hui, on est la société la plus avancée. On a une technologie qui a 10-15 ans d'avance très largement sur ce qui pourrait arriver, qui n'existe pas encore. Et on commence à avoir des résultats probants, donc voilà, c'est ce qu'on fait en grosso modo. Très bien, vous allez nous détailler un peu plus en détail au cours de l'émission. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Antoine Delachaux, bonjour. Vous êtes responsable du secteur santé à la Banque européenne d'investissement et vous financez à ce titre chaque année des centaines d'entreprises sur le territoire européen. En deux mots. C'est ça, effectivement. Donc, la Banque européenne, c'est le bras armé de la Commission pour les investissements dans les différents secteurs prioritaires dans le cadre des priorités définies par l'Europe. La santé est un secteur très important pour l'Europe, où on a encore un avantage compétitif fort par rapport à d'autres blocs du monde, notamment la Chine ou les États-Unis. On investit beaucoup là-dedans et c'est vrai que voilà, c'est l'un des domaines dans lesquels, avec l'intelligence artificielle, on a trois verticales. On a la santé, la tech et le climat,
qui sont les trois secteurs dans lesquels on investit énormément sur le secteur de l'innovation. Après, on a d'autres activités sur lesquelles on pourra peut-être revenir, mais en tout cas, sur l'innovation, c'est vraiment les 3 verticales sur lesquelles on est les plus exposés. Et c'est parfaitement aligné avec les objectifs de la Commission européenne. Donc, c'est les priorités qui ont été définies. Maintenant, la défense commence aussi à prendre une importance un peu plus significative dans la mesure voilà, où avec les changements géopolitiques à l'œuvre, c'est important de ne pas se limiter à des secteurs qui sont des secteurs, on va dire, un peu traditionnels de la banque. Donc on s'ouvre aussi, on essaie de suivre les tendances du marché et de voir... Sur des secteurs plus stratégiques. Sur des secteurs stratégiques. C'est toujours en lien avec la stratégie de l'Union européenne et de la stratégie de la Commission qui définit, entre guillemets, des priorités sur lesquelles la BEI va investir et déployer les fonds européens. Très bien. Vous allez nous détailler un peu plus en détail effectivement votre thèse d'investissement au cours de l'émission. Messieurs, pour poursuivre cette émission, je vous propose ensemble de commenter une déclaration du Dr Copwood, CEO de One Health, un centre hospitalier qui est basé aux États-Unis, à Memphis précisément. Donc lors de notre rencontre aux États-Unis, celui-ci a déclaré la chose suivante. Je cite, « L'intelligence artificielle est une révolution dans le secteur de la santé. Ici, aux États-Unis, elle nous permet de diagnostiquer des patients de manière plus efficiente et de gagner en précision. » Alors, une première réaction peut-être sur ces déclarations? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un terme qui est galvaudé par quasiment tout le monde, parce que c'est un concept qui est quand même assez complexe. Donc, mon point de vue, je pense que sur le diagnostic, je pense qu'il n'y a quasiment aucun doute, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir le médecin, vous êtes malade, donc il va vous poser des questions de base, vous avez quel âge, vous êtes une femme, etc. etc. Et par rapport au profil et aux paramètres qu'il aura recueillis, il va essayer de mettre votre profil en face de problématiques de santé. Et puis après, il dira, ben voilà, votre problème, c'est ça. Alors c'est clair que l'intelligence artificielle, parce que si vous allez faire un médecin qui a de l'expérience, qui est bon, il va trouver plus rapidement, diagnostiquer votre problème. Mais ce n'est pas le cas de tous. L'intelligence artificielle, c'est donner accès à plein de données en un coup et ça va aider le médecin justement à diagnostiquer un peu mieux votre cas. Donc sur la multitude de dossiers, ce que disait le docteur Copwood, c'est que sur les milliers de dossiers qu'il a traités, quand il a, grâce à ces algorithmes, effectivement, des occurrences sur des dossiers patients, ça lui permet de prendre des décisions plus rapidement. Vous y croyez, vous, à bien sûr, parce que le problème, c'est qu'un médecin, pour pouvoir diagnostiquer, il doit faire appel à sa propre intelligence, pas celle qui est artificielle, humaine. Donc il y en a qui sont plus ou moins curieux, il y en a qui lisent beaucoup les études cliniques qui sortent, il y en a qui sont plus ou moins à la page. Donc c'est pour ça qu'en général on va voir les professeurs les plus connus parce qu'on sait que là on aura un résultat plus probant. Donc oui, en effet, parce que un médecin, je dirais lambda, grâce à vos paramètres, pourra les mettre dans un ordi qui dira si cette personne a ce profil, probablement son problème c'est ça. Et même aidera à la décision en termes de stratégie thérapeutique. Donc, clairement, au niveau diagnostic, je pense que l'IA, c'est pas quelque chose de magique, c'est juste que ça va aider un process qui était manuel à être automatisé et à compléter surtout l'analyse que pourrait faire un médecin lambda. Donc, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie, c'est l'efficience et l'efficacité. Un gain d'efficacité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Antoine? Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. C'est vrai que l'intelligence artificielle, elle vient comme une aide à la prise de décision. Il y a plusieurs éléments. Il y a le fait qu'effectivement, un médecin, par définition, ou un diagnosticien va avoir une compétence limitée parce qu'elle ne peut pas être exposée à tous les cas. Et on sait qu'il y a des problèmes d'errance médicale où il y a des personnes qui mettent du temps à être diagnostiquées parce que c'est des pathologies qui ne sont pas très prévalentes et pour lesquelles il faut avoir vu des cas pour être capable de déduire la pathologie associée. Ici, on va avoir un outil qui permet de consolider des bases de connaissances énormes et qui pourront justement aiguiller le praticien dans sa prise de décision. Je pense que, aussi d'un point de vue réglementaire, avant que des intelligences artificielles puissent diagnostiquer de façon autonome, ça va prendre un peu de temps. En revanche, par rapport à la masse de connaissances qu'il faut accumuler pour poser un diagnostic quand quelqu'un vient avec des symptômes, en prenant en compte tout un tas de facteurs aussi, comme effectivement l'âge, le genre, enfin tous les éléments qui sont associés à la prise de décision et qui peuvent aiguiller vers une pathologie ou vers une autre, là il va y avoir un impact fondamental de l'intelligence artificielle. Et effectivement, c'est aussi important de dire que dans l'intelligence artificielle, il y a plusieurs composantes. C'est un terme qui est un peu galvaudé, comme vous le disiez, Stéphane. Il y a l'aspect
big data, ce qu'on appelle donc big data, c'est s'appuyer sur des volumes de données colossales qui sont au-delà de ce que le cerveau humain peut absorber et qui, du coup, permettent de dériver des tendances ou justement d'avoir un accès équitable, entre guillemets, dans tous les cas. Il y aura la même qualité de diagnostic. Alors que, et c'est un point fondamental que Stéphane soulignait, un médecin, il y en a dans une spécialité donnée qui sont meilleurs que d'autres. Ou même, il y en a qui sont plus spécialisés que d'autres dans un domaine. Et si on tombe sur le bon spécialiste au bon moment, bah on a de la chance, on est bien diagnostiqué. Sinon, on peut aussi passer de spécialiste en spécialiste qui vont chercher pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, quelques fois, quelle est la pathologie. Et là-dessus, il va y avoir un impact. C'est indéniable. Vous dites oui à l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas une révolution. Et pour vous, c'est le praticien qui est derrière cette intelligence, finalement, qui compte. Revenons peut-être sur les questions de projets, de financement que vous avez financés au cours des dernières années. Sur l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez noté une augmentation dans le nombre de dossiers financés? On le note maintenant, c'est-à-dire que je pense que l'avènement de l'intelligence artificielle dans énormément de pans de notre vie quotidienne est indéniable. C'est en train d'arriver. Là, on est encore un peu en début de phase. Alors on a un peu de retard par rapport aux États-Unis, il y a probablement 2-3 ans d'avance aux États-Unis par rapport à l'Europe, mais le fait est que c'est à l'œuvre aujourd'hui. L'intelligence artificielle est en train de changer la façon dont on fait du diagnostic, mais pas seulement, aussi la façon dont on développe des nouveaux traitements, dans tout ce qui va être la découverte de nouveaux produits pharmaceutiques. Maintenant, sur les phases les plus en amont, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire du screening de molécules, pour accélérer quelque part l'innovation. Donc il y a plein d'éléments de la vie courante, ou d'aspects de la vie courante, ou de la vie des entreprises, qui vont être changés par l'intelligence artificielle. Ça, c'est sûr. Mais dans l'augmentation du nombre de dossiers que vous avez financés, vous sentez simplement une tendance à la hausse, mais ce n'est pas une révolution non plus sur le nombre de dossiers qui vous sont présentés chaque année. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire? Alors, encore une fois, on est en début de phase pour nous. Enfin, on a aussi une certaine inertie, donc il faut qu'il y ait une certaine maturité d'un domaine pour qu'on puisse vraiment s'y intéresser, parce qu'on va peut-être y revenir, mais dans notre produit, le produit qu'on utilise pour investir dans les sociétés, il faut qu'il y ait un certain niveau de maturité. On ne peut pas financer des projets de recherche au niveau fondamental dans les universités. On ne fait pas de early stage, on est plus sur du late stage. Donc il faut que les sociétés arrivent à un certain niveau de maturité. Si la tendance a commencé il y a quelques années, il y a 5 ou 10 ans, c'est à peu près le temps qu'il faut, 5 ans, pour amener une société au niveau de maturité qui va nous intéresser. On ne peut pas investir dans une société qui a été créée il y a 6 mois. Notre produit n'est pas forcément approprié. Et là-dessus, justement, on voit qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de dossiers qui nous arrivent. Il y a des fonds aussi en Europe qui se spécialisent de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a des fonds comme Sofinnova dans la santé, comme Andera, qui augmentent leur exposition à ce qu'ils appellent digital medicine en général. Donc c'est tout effectivement la convergence entre la tech et la santé. Et on sait que les deux sont intimement liés dans le sens où l'outil tech peut être utilisé pour optimiser le parcours de soins, pour optimiser le diagnostic, pour optimiser le suivi des patients. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, va arriver. Et c'est crucial. Et on voit des dossiers de plus en plus. Sur ces questions-là, messieurs, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut venir au soutien de notre système de santé ici en France? Peut-être vous, Stéphane Alors, au niveau du diagnostic, c'est clair. On en a parlé, je pense que c'est là. La vraie question, c'est, je pense qu'il y a 2 pans pour la santé. Il y a le diagnostic, c'est clair que l'intelligence artificielle va beaucoup aider, avoir accès aux données, beaucoup plus de données que pourrait traiter un médecin, etc., etc. Et puis également prendre en considération tous les cas isolés ou rares, parce qu'en général, oui, on prend les cas les plus connus et on dit « Ah, je pense que vous avez ça, etc. etc. » C'est une gaussienne, hein. Il y a des cas rares qui ne sont jamais pris en considération, où un individu peut tomber. Après, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est plus un peu le sujet BEI, où il y a des gens qui disent « J'utilise l'intelligence artificielle sur mon dispositif. » Voilà, business model. Alors là... vous n'y croyez pas? Non, mais c'est pas nouveau, l'intelligence artificielle. Ça a 60 ans. C'est pas... Donc maintenant, il y a un effet de mode. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est... Un dispositif qui utiliserait l'intelligence artificielle, c'est un dispositif qui serait autonome. Ça veut dire qu'un peu comme le cœur Carmat, on le met et on n'y touche plus. C'est le cas aujourd'hui, mais nous, l'algorithme, quand on apprend des nouvelles choses, avec l'expérience, on change l'algorithme. L'intelligence artificielle, ce serait ne plus toucher l'algorithme, et l'algorithme s'auto-alimenterait. Et c'est pour ça que je dis que c'est galvaudé, parce qu'aujourd'hui, à ma connaissance, je ne connais pas de dispositif, en tout cas en santé, mais même dans d'autres domaines, où un outil vivrait comme un humain. Moi, je me lève le matin, je mange, je décide ce que je... s'auto-alimentant. C'est pour ça que c'est pas nouveau. Le jour où l'intelligence artificielle existera, vraiment,
l'humain n'alimentera plus la base de données, ce sera le système qui l'alimentera toute seule. Ça, je pense qu'on n'y est pas encore, mais revenons déjà sur le sujet des medtech, ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a aujourd'hui en France 3 fleurons dans ce secteur, dont vous faites partie, Stéphane. Pourquoi, à votre avis, on a très peu de medtech en France ? C'est la question qu'on se pose tous. Alors, c'est la question que je me suis posée. je pense avoir une partie de la réponse. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, par hasard. Et ça m'a passionné, la cardiologie. Donc la medtech en cardiologie. J'ai participé à 2 grosses révolutions. Les stents recouverts de médicaments, qui maintenant traitent des millions de patients. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez une expertise à l'international, puisque vous avez vécu aux États-Unis avant de revenir en France. Oui, alors j'allais y revenir, parce que Drug-Eluting Stent et Mitraclip, toutes les sociétés en medtech aujourd'hui, c'est en train de changer. Le barycentre est en train de bouger un peu vers l'Orient, notamment l'Inde, sur les implants cardiaques. Toutes les boîtes sont américaines. Il faut regarder, c'est Boston Scientific, Johnson & Johnson, Medtronic, Abbott et Edwards Science. C'est eux. Donc, si vous voulez travailler dans ce domaine, vous êtes obligé de travailler pour eux. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour eux. C'est un sujet parce qu'en Europe, on a quand même toutes les entreprises, on a du financement, on a toute la matière pour pouvoir avoir de très belles entreprises. Mais alors pourquoi elles s'exportent aux États-Unis? Pourquoi on n'arrive pas à garder finalement ces entreprises sur le sol européen? C'est ce que disait Antoine, je pense, et puis je vais laisser sauter dessus parce que je n'avais pas répondu totalement à la question, mais c'est parce que historiquement en France, on a toujours été, c'est les écoles d'ingénieurs qu'on a, Polytechnique, on a toujours été vraiment focalisé sur la mécanique, donc on a fait des choses importantes. Hein. On a Airbus, on a Ariane, on a le TGV. Et ce qui s'est passé quand j'étais tout petit dans les années 90, c'est que comme on était toujours dans la mécanique, on a toujours ce focus mécanique, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être les écoles d'ingénieurs, on a loupé le virage numérique. Quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, c'était le seul pays au monde entier où on avait des PC, des TO7 et des MO5 de chez Thomson. On était là, il n'y avait personne d'autre qui faisait ça. Il ne faut pas oublier qu'on avait le Minitel quand même. On pouvait booker des billets de train, on pouvait réserver des concerts et faire des virements bancaires alors qu'il n'y avait pas Internet. Soi, absolument. Donc mais ça ne plaisait pas aux industriels français qui voulaient toujours continuer dans l'espace, les avions et les TGV. Et ça ne nous plaisait pas le data. C'était pas notre truc. Stéphane, est-ce que c'est pas une question de compétitivité mondiale aussi, ce besoin de vouloir toujours révolutionner les secteurs industriels? Est-ce que c'est pas pour justement garder un peu son rang sur le plan international? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une compétition à l'œuvre, c'est évident. Simplement, je ne pense pas que ce soit ça qui fasse que aujourd'hui, on a un écosystème medtech qui soit atrophié par rapport aux États-Unis. Je pense qu'effectivement, le point, c'est celui que Stéphane a mentionné, qui est qu'on a raté un virage technologique. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur des technologies qu'on maîtrisait et sur l'aspect innovation, on a préféré voilà, encore une fois, se concentrer sur ce qu'on connaissait. Voilà. Et ça, c'est un peu culturel. Enfin, il y a plusieurs... Parce que pour revenir à votre question initiale, qui était pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de medtech en Europe, je pense qu'il y a déjà un aspect culturel sur l'approche à l'innovation qui est en train de changer. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a pris conscience que c'est via l'innovation qu'on peut maintenir notre compétitivité sur l'échiquier mondial. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on se positionne en tant que leader d'une industrie, c'est par l'innovation. Parce que les barrières industrielles tombent les unes après les autres. Enfin, il y a des rattrapages aux différents... l'Asie, notamment, a rattrapé son retard industriel. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'une société ou qu'un bloc ou qu'un pays se retrouve leader dans un domaine, c'est une volonté politique, c'est une stratégie qui doit être bien définie, c'est d'avoir l'écosystème qui permet aux sociétés de se développer. Et ça, c'est aussi quelque chose où quand on prend du retard à l'allumage, c'est très difficile à rattraper parce qu'aujourd'hui, on a des très belles petites medtech en Europe. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'acteurs dominants aux États-Unis, comme l'a mentionné Stéphane, les quelques noms qu'il a mentionnés, c'est pour la cardiologie. Il y en a d'autres, Johnson & Johnson ou d'autres sociétés américaines qui dominent totalement le marché. Et un peu le même problème qu'on a dans les sociétés de la tech. Aujourd'hui, au bout d'un moment, quand on a vraiment une technologie prometteuse, il y a des leaders, 4-5 leaders, les GAFAM, si on parle de la tech, il y a l'équivalent des GAFAM dans la santé, qui vont venir racheter l'innovation pour une fortune, et ça devient presque un passage obligé pour passer à l'échelle,
de s'adosser à ces grands groupes. Parce que, d'une part, le marché américain représente systématiquement 50% du marché mondial, donc il faut y aller. Si on n'y va pas, il n'y a pas suffisamment ce prix, finalement, de marché adressable en Europe. Enfin, c'est un marché très important, il ne faut pas mal interpréter si on ça. prend les chiffres, justement, sur ce marché des medtech, d'après nos informations, on serait à 164 milliards de dollars, soit effectivement plus de la moitié du marché mondial, contre 28 milliards en France. Et encore 28 milliards, c'est ce que l'État français paye tous les ans à ces sociétés américaines. Ce n'est pas de la production en France. Exactement. Est-ce que vous pensez, pour rebondir à ce que vous disiez précédemment, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de volonté politique derrière Je suis d'accord. Alors pourquoi c'est surtout sur les États qui sont, disons, où il y a une main du public qui est très forte dans la gouvernance, ce qui est le cas. Vous allez aux États-Unis, les sociétés, elles font ce qu'elles veulent. Tout est dérégulé. Alors c'est pour ça qu'on pourrait même discuter, est-ce que c'est bien qu'il y ait un contrôle public aussi fort dans la destinée d'une nation? Ça c'est un vrai débat. Quand on regarde le résultat à la fin, on pourrait penser que non. Enfin bon, peu importe. Nous, on est en France. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a eu Ariane? Parce que c'était la volonté de mutualiser des fonds européens pour avoir des lanceurs. Airbus, pareil, ils ont eu beaucoup d'aide du public pendant des années pour qu'on soit le co-leader avec Boeing, et devenir leader même devant Boeing en France et en Europe. Pareil pour le TGV, parce que bon, c'est beaucoup d'investissements, pas de retour. Donc on voulait un TGV, très bien. Le nucléaire, c'est pareil. En la France, à un moment donné, quelqu'un était visionnaire, le général, il a dit il faudra du nucléaire, si on veut l'énergie pas chère, on n'a pas de pétrole. Bon, très bien. Vous voyez que certains pays européens nous suivent sur cette vision, finalement. Maintenant, la santé, vous disiez 28 milliards, donc ça fait partie de notre balance commerciale négative. C'est énorme, surtout qu'en France, on veut bien soigner nos citoyens, ce qui est super. Ça coûte très cher, mais on ne produit rien. On achète. Donc, c'est une volonté politique. Comme disait Antoine, justement, là où le bas blesse, si vous voulez, c'est ce que je disais notamment quand j'ai eu moult entretiens à l'Élysée, c'est que si nous n'avions pas les compétences, peu importe, mais le problème, il n'est pas là, c'est qu'on a créé des pépites importantes qui ont été rachetées, alors pas, contrairement aux GAFAM, très peu, à un prix très bas par les Américains, qui ont fait fructifier. Je prends toujours ce cas d'école. J'ai une très belle photo d'ailleurs pour les 50 ans d'Edward Science avec Alain Carpentier et Alain Crébier. Donc j'appelle ça les deux Aces. C'est eux qui ont créé une société qui maintenant est capitalisée 60 milliards, Edwards Life Science. Bon, on va pouvoir être content, le CEO qui est un ami est français, bon, mais bon, la boîte est américaine à la fin. Et si vous voulez, cette boîte, elle a été lancée par la Valve de Carpentier, qui a été rachetée pour pas grand-chose, et elle a explosé grâce à Alain Crébier, qui malheureusement, paix à son âme, est mort il y a quelques mois, qui était une personne très importante en France. Et il a eu ce projet de la valve aortique, qui est maintenant, c'est un business de 6-7 milliards qui a été racheté pour très peu par Edward Science. Et Edward Science, on a créé un groupe de 60 milliards de capitalisation avec 2 idées françaises. Pourquoi? Et Alain Crébier, il y a un très beau document dans lequel il y a Carmat également, Les éclaireurs de la santé sur Canal, où il disait quand on fait de l'innovation en santé, on a tout le monde contre soi. Et on ce qui peut expliquer qu'effectivement, il y a très peu de medtech en France. Mais alors, revenons sur ce point qui est fondamental. On a l'innovation en France, on crée ces pépites, mais par contre, on ne sait pas les retenir. Quels seraient, selon vous, les leviers à activer pour garder ces pépites à l'intérieur du sol européen? Vous, peut-être, Antoine, qui financez, vous avez aussi des tests de financement qui sont alignés avec la Commission européenne, vous le disiez en début d'émission. Comment est-ce que vous faites pour garder finalement ces talents et ces pépites sur le sol européen? Alors, c'est en lien avec les freins qu'on a identifiés, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'écosystème, c'est le fait d'arriver à construire quelques sociétés leaders qui vont arriver à canaliser le marché et qui vont arriver à essaimer derrière, c'est-à-dire qu'il y a l'accès aux compétences, et ça, je pense qu'il est indéniable qu'en Europe, les compétences de développement, les compétences d'ingénierie, les compétences d'innovation, on les a. Le problème, encore une fois, c'est le passage à l'échelle. Le passage à l'échelle, ça demande des financements massifs. Les financements massifs, qui peut les donner? Les leaders du marché qui vont venir soutenir de l'innovation pour alimenter leur potentiel pipeline futur de produits, et les fonds d'investissement. Et sur les deux, on est très restreint par rapport aux États-Unis. Voilà, on est très atrophié, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un pouvoir d'investissement des fonds d'investissement qui est beaucoup plus élevé, et il y a des leaders qui participent au financement de l'innovation parce qu'ils ont besoin de préparer la prochaine génération de produits pour eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, d'un point de vue financier, agit comme un frein très fort. Et il y a la culture, c'est-à-dire qu'il y a la culture d'aller vite, d'aller tout de suite au marché, de développer des produits. Je pense que
encore une fois, en Europe, on a une capacité de développement qui est énorme, mais quelquefois, d'un point de vue culturel, on a envie d'avoir le produit parfait. Alors qu'il faut lancer le produit. Il faut lancer le produit, il faut mettre le pied dans le marché, il faut tester. Et là, c'est une culture du risque, quelque part aussi, qui est importante. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'investissement, déjà, il y a la volonté d'investir pour quelque chose qui va potentiellement porter ses fruits dans 5, 10 ans, 15 ans, ça dépend de la technologie dont on parle, mais l'intelligence artificielle, ça se fait pas, voilà, ça se fait pas en 6 mois. C'est des choses sur lesquelles il faut investir pendant longtemps. C'est pareil pour les puces. On parle beaucoup maintenant des puces qui sont nécessaires pour l'intelligence artificielle. Une fois qu'on a 5 ans de retard, on a quelque part raté un virage technologique. Il y a une brique technologique qui est nécessaire pour la génération suivante. Et rattraper ce retard, c'est extrêmement compliqué. Et c'est là où, aujourd'hui, l'ambition qu'on doit avoir en Europe, c'est d'arriver à créer quelques fleurons industriels ou un fleuron dans la medtech qui pourront agir comme ce catalyseur, qui pourront participer à l'innovation et au financement des sociétés plus early stage. Et d'autre part, et c'est là où la BEI, je pense, a un rôle à jouer, sur le financement. Mais la BEI reste Revenons justement, Arnaud Delachaux, sur la question du financement. Vous avez dans le portefeuille de la BEI 1 milliard d'euros à investir chaque année sur le segment de la santé. Est-ce que ces fonds sont totalement distribués? Si oui, comment est-ce que vous sélectionnez finalement les dossiers qui vous sont présentés et quels sont les critères retenus pour financer ces entreprises innovantes? Alors, on est sur un budget effectivement d'un peu plus d'1 milliard pour les 3 verticales que j'ai mentionnées en début d'interview, qui sont la santé, mais aussi la tech, donc tout ce qui va être intelligence artificielle, mais pas nécessairement appliqué à la santé, tout ce qui va être digital en général d'ailleurs, enfin, ça ne se limite pas à l'intelligence artificielle, et il y a des projets industriels également, qui sont notamment dans la batterie, il y a des projets qui sont des virages technologiques qu'on doit prendre, sur lesquels la BEI se positionne très clairement pour accompagner ce changement. Et il y a le changement climatique, où il y a aussi une thèse d'investissement. C'est les trois. Ça, on est sur à peu près 400 millions par an. Ce 400 millions, ce n'est pas une limite absolue. C'est-à-dire qu'on n'a pas un budget où on nous dit on doit investir 400 millions. On pourrait aller au-delà. On pourrait aussi faire moins. Ça dépend des projets qui nous sont présentés. Il y a malheureusement, dans les phases de revue des projets, il y a une certaine attrition, dans la mesure où ce n'est pas parce qu'un projet nous est présenté que forcément il reçoit des financements. Donc si on a de la chance, des bonnes années, on a eu un bon screening au début du processus, et du coup on arrive à avoir un taux d'attrition qui est assez faible, donc on pourra faire des années à plus de 400 millions pour la santé uniquement, ou à plus d'1 milliard sur les 3 verticales. D'un autre côté, quand on a des projets qui ne marchent pas ou qu'on s'en arrête le processus en cours, on pourrait faire moins des années. On n'est pas limité à 4. On n'est pas du tout sur ça. Non. Mais en même temps, Stéphane, vous qui avez été justement amené à faire différents tours de table, est-ce que vous trouvez déjà la BEI, est-ce que vous trouvez qu'elle intervient effectivement au sein des entreprises françaises en soutien de la medtech? Je crois que vous avez financé 30 millions d'euros en 2018, me semble-t-il, sur la société Carmat. Est-ce que vous, personnellement, vous avez rencontré des difficultés à lever des capitaux en Europe? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur ce sujet? Alors c'est une question, mais en fin de compte, c'est plusieurs questions en une. Alors, il y a déjà un problème fondamental qui est la culture européenne. Donc on a une aversion au risque qui est très élevée. Ce problème de la prise de risque dont parlait... Déjà, ça c'est culturel. On voit bien les marchés financiers, ça ne fonctionne pas. Les gens, ils veulent investir dans le CAC 40 et le reste, ça n'existe pas. Sécurisé essentiellement. Donc on a déjà un problème par rapport au risque. Ça, c'est déjà culturel. On a un deuxième problème, et on en parlait d'ailleurs avant, la puissance de feu, le dry powder. Tant qu'on n'aura pas des fonds qui sont gros, on ne pourra pas financer des industries importantes en Europe. Et ça veut dire pour vous de forts capitaux? Vous regardez les private equity européens, un gros private equity européen, moi je suis conseiller pour un d'entre eux, c'est 25 milliards. Et en Europe, c'est gros. Vous allez aux US, c'est 500 milliards, c'est 1 trillion. Donc déjà, on est un peu à la traîne. Vous ne pouvez pas être compétitif. Après, il y a le domaine où je travaille moi, c'est la medtech. Force est de constater que malheureusement, malgré toutes les idées alors il y a des medtech, on va dire medtech en Europe, il y a quand même Siemens, ils font de l'imagerie, et Philips, mais c'est tout. Tous les autres sont tous américains. Donc il y a un vrai sujet, c'est que pour qu'on attire des capitaux, il faut qu'il y ait du succès. Parce que les investisseurs, ils sont moutonniers. Il ne faut pas croire. Oui. Il faut que quelqu'un s'avance pour que les autres suivent. Et en général, quelqu'un avec un grand nom. Donc comment on arrive à convaincre quelqu'un? Il faut montrer, il faut créer un champion. Et pourquoi il n'y a pas de medtech en France? Qu'en France, il n'y a pas de champion. Alors, on a 3 boîtes qui font plus de 100 millions d'euros l'année, franco-français, pas un étranger qui a mis son site de production. Il n'y a que 3 boîtes qui font plus de 100 millions d'euros.
Et c'est pas beaucoup plus que 100 millions d'euros. Et depuis tout le temps. Donc ça n'existe pas. Pourquoi on plafonne sur ces chiffres d'affaires Mais parce que c'est des petites sociétés familiales, etc., qui n'ouvrent pas leur capital. Il y a plusieurs problèmes. Tant qu'il n'y aura pas un champion pour créer un écosystème, pourquoi en Californie, vous avez plein de medtech? Palo Alto, déjà. On a... Menlo Park, moi j'étais à Santa Clara, Fremont, où il y a eu Shockwave qui s'est développé de zéro en 2014, où a investi Sofinnova, qui a été vendu 13 milliards 10 ans après à J&J il y a quelques semaines. Mais parce que les écosystèmes sont bien plus dotés parce que c'était un écosystème de start-up. On prend le risque. Alors, il y a eu des GAFA et il y a eu de la medtech. Si vous allez en Californie, au sud de la Californie, au sud de San Francisco, c'est bourré de boîtes de medtech parce que quelqu'un crée une boîte, ça marche, les gens partent, ils créent leur boîte et on crée un écosystème. Donc, en France, si on veut faire de la medtech, c'est ce que j'essaie d'insuffler un peu, d'expliquer depuis 8 ans. C'est pas pour recevoir de l'argent pour Carmat. C'est ce que je dis toujours. Si c'est pas Carmat, ça sera un autre. Mais si on veut faire de la medtech, c'est de la stratégie pure. La medtech, c'est 600 milliards de dollars l'année. C'est plus gros que le smartphone comme marché. Ça a une croissance de 6% l'année. Ça croît plus que les smartphones, parce qu'on parle toujours de smartphones en France. Ça croît plus que les smartphones. C'est un marché énorme et qui nous coûte 28 milliards de déficit dans la balance commerciale. Donc, est-ce qu'on veut continuer comme ça? Étant donné qu'on a les idées et le potentiel, c'est un crime de ne rien faire. Donc, c'est pour ça que moi, en tant que citoyen, pas le DG de Carmat, je suis l'avocat de la medtech en France quand j'ai la chance de pouvoir interférer avec eux et je leur dis, écoutez, donnez un chèque à 5 boîtes, mettez pas Carmat. Ne mettez pas Carmat si ça vous dérange. Prenez des gens qui sont très bons pour identifier les pépites. Je pense qu'en France, on a la chance d'avoir Sofinnova, Antoine Papernik et d'autres qui sont très bons, qui ont des résultats exceptionnels. Ils prennent des gens indépendants, ils choisissent 5 chevaux, ils misent sur les chevaux. Tant qu'on n'aura pas un champion, mais même pour les vocations. À l'université, vous êtes ingénieur, pourquoi vous devez faire des biomatériaux, tout ça? Il n'y a pas de boîte. Si vous allez à Stanford, vous avez biomedical design, vous avez tous les diplômes, etc. Parce que les gens, ils vont aller à droite, à gauche. On n'a pas ça. Donc, moi, mon combat... Bon, maintenant, c'est un peu tard, mais moi, je lutte jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a encore une lueur d'espoir parce qu'on a des idées et on a des super ingénieurs et on a des médecins qui ont plein d'idées. Moi, les gens m'appellent tout le temps pour dire comment je peux trouver de l'argent pour démarrer ma boîte. Il faut qu'on ait un champion ou deux. Une fois qu'on aura des champions... Quand vous parlez de champion, est-ce que c'est une sorte de licorne? Une licorne. La licorne, c'est la valorisation d'une boîte. Non, pas forcément, mais c'est une boîte qui fait des belles ventes. Un champion de l'innovation qui puisse tirer tous les autres vers le haut. Et puis qui inspire les jeunes. Profitable. Une société qui c'est-à-dire que effectivement, Stéphane a un point, c'est une licorne, c'est une société qui a valorisé plus d'1 milliard. On peut être valorisé plus d'1 milliard et perdre des centaines de millions. Et c'est pas ça qui va permettre de créer un écosystème et d'aller financer d'autres sociétés. C'est-à-dire que les sociétés, elles peuvent être licornes et concentrées sur leur projet parce que déjà, il faut qu'elles soient profitables avant de pouvoir réinvestir leurs profits dans d'autres sociétés. Donc, c'est vraiment le challenge de créer un écosystème. Et ça, on a besoin de champions, mais de champions comme par exemple un Sanofi. C'est ça qui manque. En pharma, on a quelques champions. En Europe, on a des très très belles sociétés pharmaceutiques de rang mondial qui font partie du top 10, où ils disent on a Sanofi, on a Roche, on a Novartis, on a AstraZeneca. C'est des sociétés qui font partie du top mondial et qui du coup peuvent donner naissance à des projets, des gens qui partent de chez eux pour aller créer qui créent de l'emploi, de l'expertise, qui déposent des brevets, et qui embauchent des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait un PhD en biochimie, on sait qu'on peut aller travailler pour ces grosses sociétés qui ont pignon sur rue, qui ont réputation, ça fait rêver, ça crée des vocations. En medtech, aujourd'hui, il n'y a pas de nom européen comme les sociétés leaders en pharma que je viens de citer. Et ça, c'est quelque chose qui, par définition, va limiter les opportunités pour quelqu'un qui se lancerait dans une carrière dans le domaine du medical device. Aujourd'hui, si je veux travailler dans une société extrêmement prestigieuse qui offre des très belles perspectives, j'ai plus intérêt à partir aux États-Unis parce que où je bosse dans une start-up en Europe, avec tous les risques que ça implique. Le projet ne peut pas marcher, la société peut mettre la clé sous la porte, je peux perdre mon emploi. C'est tous les problématiques que quelqu'un qui rentrerait sur le marché prendra en compte pour dire où est-ce que je vais. Est-ce que je vais dans une société ou dans une autre? Aujourd'hui, ce qui manque, c'est ça. C'est le leader en Europe sur ce domaine. Sur ce segment en Europe, donc former finalement des champions. On a une volonté politique d'être l'État-nation, on en est encore loin. Sur la question du financement qui est centrale pour développer ce type de sociétés qui ont besoin de forts capitaux, est-ce qu'il n'y a pas une notion aussi de confiance vis-à-vis des financeurs?
Si, et je reviens sur la question que vous posiez. Qu'est-ce qui est important pour nous quand on revoit un dossier d'investissement? Il y a la qualité du produit, c'est important. Ça, c'est même le plus important, la qualité du produit et le besoin qu'adresser. C'est-à-dire que c'est vraiment fondamental de partir du besoin. Il y a énormément de technologies qui sont créées, qui finalement créent du besoin, mais sont, on va dire, du domaine du passager. C'est-à-dire que la mode, la tendance peut changer, et une société qui était extrêmement... D'où ce besoin de maturité dont vous parliez au démarrage, d'avoir un recul, une prise de recul exactement. sur... Mais en santé, j'ai envie de dire, c'est assez facile d'identifier le besoin. C'est-à-dire qu'il faut aller sur quelque chose où il y a un besoin médical non satisfait. Donc sur l'aspect technologie, il peut y avoir des technologies où on se demande un peu, ok, c'est sympa, ça rapporte, enfin, à un moment, ça marche bien parce que c'est tendance et que tous les fonds investissent dans un domaine donné parce qu'on a dit l'intelligence artificielle, c'est le futur. Et maintenant, quand on dit intelligence artificielle, ça permet de lever des fonds. Oui. Mais l'intelligence artificielle, il y a des bons projets d'intelligence artificielle et il y a des mauvais. Enfin, et c'est là où il faut faire le choix. Comment est-ce que justement vous arbitrez sur les dossiers qui vous sont présentés? Et voilà. Et là, ça fait le lien avec, comme vous le mentionnez, l'équipe de management. Pour moi, donc, il y a le projet, le besoin, le potentiel de marché, mais il y a aussi la qualité de la gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut s'associer. C'est-à-dire qu'en Europe, personne n'a la taille critique pour dire tout seul, je vais amener cette innovation au marché. Il faudrait des milliards. On est sur une industrie qui est très capitalistique. Et même des fonds qui ont 25 milliards, ils ne peuvent pas créer un champion tout seul. Donc il faut s'entourer de partenaires, de fonds d'investissement, de la BUI, de la BPI, de tout l'écosystème du financement pour arriver à dire on va se concentrer sur quelques champions et on va les financer. Et ça, c'est très important. Donc, avec qui on s'associe d'un point de vue capitalistique avec des capacités de financement? Et l'équipe de management. C'est-à-dire qu'un très bon produit, si l'équipe de management n'est pas au niveau, va prendre des décisions à un moment qui ne sont pas optimales. Et quelque part, la société qui va aller jusqu'au bout, oui, il y a les fondamentaux, il y a la qualité de la technologie, il y a la qualité enfin, il y a le besoin initial du marché, mais il y a aussi la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Ça se joue sur des détails. À un moment, on rate une décision, on ne prend pas le virage technologique conventionné au début, et on se retrouve avec une société qui, initialement, avait le potentiel, et qui a quelque part un peu laissé passer sa chance, parce que, à un moment donné dans son histoire, à quelques dates clés, ils n'ont pas pris la bonne décision. Donc et du coup, c'est hyper important d'avoir un management. Voilà. Donc l'équipe dirigeante, la gouvernance. Voilà. Comment est-ce que vous alignez tout ça, vous Stéphane, la gouvernance, les intérêts des investisseurs, la vision stratégique? Alors, quels sont les secrets? Il faut, de toute façon, le nerf de la guerre, c'est simple, c'est le capital. Il n'y a que ça. Pour sans vous, capital, vous n'avancez pas. Le management, vous avez... Non, c'est exactement ça. J'y arrivé. Sans capital, vous n'avez pas les talents, le management. Sans le capital, vous ne pouvez pas avoir un board de directeurs ou une gouvernance haut niveau. Parce que quand nous, on a eu la chance d'avoir des gens notables dans notre board, notamment Jean-Pierre Garnier, qui était CEO de GSK, c'était une chance pour nous. Il nous a aidé à passer des caps incroyablement compliqués grâce à sa leadership. Si vous n'avez pas des capitaux pour un projet intéressant, vous ne pouvez pas attirer des gens comme ça. Donc, le maître mot, c'est capital. Le nerf de la guerre, c'est le capital. Bien sûr, c'est l'argent. Après, l'argent, c'est le départ. Bien sûr, vous pouvez le gâcher, vous pouvez mal le gérer. Mais si vous n'avez pas d'argent, pas de talent, pas de bon directeur du board, et puis un temps de développement qui est très long. Justement, Stéphane, on va revenir sur ce temps de développement, parce que spécialisé dans les medtech, ce sont des entreprises qui sont très gourmandes en capitaux, on le disait au démarrage de cette émission, et qui ont besoin d'une vision stratégique sur le long terme. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre les bons investisseurs du temps long de R&D, qui peut parfois dépasser 10, 12 ans? Comment est-ce qu'on arrive à les convaincre? Je pense que c'est très compliqué. Alors, étant donné que je suis un peu stratégique, quand on parle de moi, les gens disent Stéphane, il a beaucoup de défauts, mais il a une qualité, il est stratégique. Donc j'ai publié il y a 7-8 ans, voire un peu plus, dans le journal européen de cardiologie avec le président de la Société européenne de cardiologie et d'autres cardiologues très connus. On était déjà inquiets. Ça s'appelle Barriers to Innovation, donc barrières à l'innovation. Donc l'innovation en santé, c'est un triumvirat. Donc c'est l'industrie, c'est les sociétés savantes et les autorités compétentes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors les sociétés savantes ont été castrées à cause de réglementation parce que depuis 30 ans, on parle de corruption, de bribery, de toutes des interactions non désirables et non désirées avec l'industrie. L'industrie, c'est devenu le grand Satan. J'en discutais, il y a les congrès mondial de cardiologie, le PCR, la semaine dernière à Paris, et c'est devenu très compliqué pour tout le monde de travailler ensemble. Et ça, c'est un vrai problème. Sans ce triumvirat, cette relation étroite entre
les autorités compétentes, les sociétés savantes et l'industrie, on ne peut pas faire d'innovation. Et aujourd'hui, les réglementations sont devenues extrêmement pesantes, ce qui fait peur aux investisseurs. Moi, si je suis un investisseur qui n'est pas spécialisé en santé, honnêtement, j'aurais du mal aujourd'hui, moi-même, à passer le cap et investir. Il y a des nouvelles réglementations pour le medical device, le dispositif médical en Europe, le MDR, qui va ne rien ajouter, honnêtement, que des complexités, des complications, des coûts. Et le temps pour arriver au marché sans garantir une sécurité meilleure, je mets ma main sur le feu, il est devenu énorme. Donc les coûts de développement sont devenus très chers, ce qui fait que ça fait peur aux investisseurs. C'est ça le vrai problème. Donc un cercle vertueux finalement entre les investisseurs, le collège scientifique, le secteur, créer un écosystème vertueux. Sur cette question de la régulation, messieurs, et ce sera le dernier point que nous allons développer au cours de cette émission, le Conseil européen vient d'approuver l'AI Act, une nouvelle loi qui est destinée justement à réglementer l'intelligence artificielle. On l'a dit au démarrage de l'émission. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre la régulation? Est-ce que pour vous, elle est plutôt un frein ou plutôt nécessaire pour encadrer ces nouvelles technologies? Je vais peut-être vous passer la parole. Alors, quand on parle de régulation, c'est toujours très compliqué parce que d'un côté, elle est nécessaire. C'est-à-dire que si on laisse le marché faire n'importe quoi, on peut aboutir à des aberrations. Mais c'est aussi un facteur limitant d'innovation. C'est-à-dire que quand on applique des contraintes au marché, le marché s'adapte. Et il y a une concurrence au niveau mondial sur la régulation, plus ou moins permissive. On l'a vu dans le domaine bancaire, on l'a vu dans le domaine de l'assurance et on le voit dans le domaine de la santé. Donc, trop de contraintes, finalement, ça peut aussi faire fuir nos talents sur des territoires qui sont moins régulés comme les États-Unis. Parce que c'est plus facile de développer. Parce que l'innovation là-bas est moins régulée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je connais très bien un avocat qui est très connu, qui était l'avocat d'Airbnb, qui a débloqué toutes les situations et qui maintenant est devenu, comme par hasard, l'avocat du top leader de l'AI maintenant. Donc pourquoi? Parce que le problème, c'est que la réglementation, elle arrive trop tardivement maintenant. Les boîtes de AI, elles sont développées depuis 10 ans. Bien sûr qu'il faut de la réglementation. Peut-être pas au niveau technique, mais les AI, je pense qu'il faut... Sur les questions je pense que même ceux qui n'ont pas beaucoup lu, ils ont quand même lu 1984, etc. Il y a un vrai problème de privacy, il y a un vrai problème de liberté. Enfin, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Moi, quand je vois le robot, qui est sublime d'ailleurs, qui est très surprenant, Elon Musk fait beaucoup de choses, mais son robot, c'est le robot de tous les films de science-fiction qui forment les armées dans Star Wars et tout ça. Le robot, vous avez vu ce qu'il fait, il bouge beaucoup mieux que vous, il est beaucoup plus rapide, et il a un algorithme qui est vraiment incroyable. Donc, bien sûr, il faut se projeter. Donc il faut être... Alors, moi je fais pas de réglementation, j'ai jamais pensé aux problèmes, etc. etc. mais je pense qu'il y en a besoin. On est en retard comme d'abitude sur les sociétés privées. Oui, mais maintenant, comme disait... sans freiner l'innovation peut-être. C'est un peu il faut faire une réglementation qui soit, disons, raisonnable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un peu une réponse de Normand. Mais je pense qu'il faut le faire avec intelligence. Donc il faut mettre les bonnes personnes, il faut des philosophes, il faut des gens qui connaissent le développement technologique pour ne pas ralentir l'Europe par rapport aux autres continents, mais par contre les influencer, parce que c'est un vrai sujet. L'IA, c'est un vrai sujet pour notre futur à tous. Moi, je suis quelqu'un qui a confiance en l'avenir, mais moi, je crois beaucoup en la science-fiction. Et vous savez, quand on regardait Objectif Ligne de Hergé avec Tintin, tout le monde rigolait quand il voyait la fusée rouge et blanche parce qu'il n'y avait pas du tout de lanceur. Et une réalité. Mais ce qui sera le cas de toute façon avec l'IA, parce que ça avance à une vitesse incroyable. Donc je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions sans trop ralentir l'évolution. Mais il faut qu'on mette des garde-fous pour éviter le pire. Ça, c'est mon point de vue de citoyen lambda. Peut-être un peu plus de sagesse dans nos prises de décision au niveau européen? C'est une question de où est-ce qu'on met le curseur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des risques qui sont inhérents au développement de la technologie de l'intelligence artificielle. Effectivement, mis en avant dans un certain nombre de films de science-fiction. Mais au-delà de ça, il y a un tas de contraintes et de risques associés à cette technologie. La façon dont on peut gérer ces risques, c'est s'appuyer sur le fait que les sociétés qui développent vont faire ce qu'il faut et vont faire en sorte que ça ne devienne pas néfaste quelque part, que quelque part cette technologie ne se retourne pas contre nous, que ces effets néfastes n'excèdent pas ces effets positifs. Ou alors, finalement, mais s'appuyer sur le marché, on sait qu'il y a des excès, c'est-à-dire qu'il y a une course à l'innovation et quelque part, on veut gagner. Et pour gagner, c'est plus facile si on ne fait pas attention que si on fait attention à tout ce qui peut mal se passer.
C'est-à-dire réguler l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la technologie pour éviter qu'elle prenne le pas, oui, mais non. Et ça va forcément ralentir le développement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de... Comment est-ce que vous placez le curseur pour... ça, c'est là où malheureusement, c'est des sujets éminemment complexes, mais par définition, la réglementation va limiter la vitesse et le développement. Parce qu'on applique des contraintes. Un système non contraint va s'étendre plus rapidement qu'un système contraint. Maintenant, si on ne met pas du tout de contraintes, ça a de grandes chances de mal tourner. Si on en met trop, on avance moins vite. Et il y a une concurrence au niveau mondial. C'est l'idée de Global Law, hein, si vous voulez. C'est un nouveau concept maintenant. Vous avez des nouveaux diplômes qui sortent où on arrête de spécialiser les gens sur une loi d'un pays. C'est pour ça que vous avez ces lawyers super payés, notamment mon ami qui était chez Airbnb, maintenant en AI. C'est qu'il faudrait que les États majeurs, parce qu'après il y a un problème de compétitivité, s'il y a moins de règles aux États-Unis, ça va plus vite, et après on est dépassé au niveau techno, mais il faut qu'ils comprennent que pour l'humanité, il est important d'avoir un bloc de contraintes communes pour qu'au moins on évite le pire dans le futur. Alors on parle en 30-40 ans, mais je pense qu'il faut quand même y penser dès maintenant, en sachant que tout le monde aura les mêmes contraintes. Comme disait Antoine justement, si n'y a pas de contraintes, aux États-Unis il y en a beaucoup, en Europe, bon, bah, on va perdre le virage technologique, et de toute façon on aura le même impact, parce que les technologies s'imposeront chez nous. Donc ça c'est le problème. Et l'enjeu, il est seulement légal, parce que si vous regardez Elon Musk, pourquoi il a levé la main avec OpenAI il y a 2 ans, parce qu'il avait sa société, il disait « Ah non, il faut tout bloquer, parce que autrement c'est très dangereux ». Et après, 6 mois après, quand sa boîte s'est lancée, il a dit « Il faut tout débloquer, parce que maintenant je suis prêt, je suis sur la starting line ». Donc c'est ça le sujet. Mais je pense que le problème, il est légal, et il faudrait que les États leaders dans le monde s'accordent sur un bloc de réglementation commune pour que tout le monde soit tranquille, et puis après, ce qui n'arrivera jamais. Hein, mais bon. Oui, parce qu'on l'a vu avec la fiscalité on y arrive dans l'espace, il y a une tendance. C'est pour éviter les excès, et je pense que c'est un intérêt que tout le monde a. Personne n'a intérêt à développer quelque chose qui finalement finira mal. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau européen, on est obligé de tenir compte de ce qui se fait ailleurs. On ne peut pas considérer qu'on est une île et qu'on va réglementer. Et c'est d'ailleurs... On entend de plus en plus que dans la logique des blocs, on innove aux États-Unis et on régule en Europe. Sauf que réguler en Europe, ça ne fait pas arriver l'innovation. Ça veut dire qu'effectivement, on se dit, on accepte le fait qu'on va importer l'innovation d'autres régions du monde et qu'on va lui appliquer un ensemble de contraintes pour que ça soit en adéquation avec la vision sociétale que les leaders du bloc ont développée. Et de toute façon, les habitudes, on a 2 cas d'école qui sont très intéressants. C'est pas de l'IA, mais c'est la même chose. Airbnb a été développé aux US, on a essayé de bloquer en Europe, mais face à l'avalanche, Airbnb c'est partout, Uber c'est pareil. L'IA, ça sera pareil, vous avez totalement raison. On pourra bloquer en Europe pendant un certain temps. Le résultat, ce sera qu'on n'aura aucune technologie européenne, mais on sera, parce que si vous avez des téléphones qui fonctionnent avec IA seulement aux États-Unis et pas en Europe, on aura un gap technologique énorme. Donc on sera obligé, contraint de l'accepter, avec les conditions qu'on n'aura pas décidées. Donc oui au système de régulation, mais non aux freins d'innovation. Beaucoup de capitaux pour le secteur des medtech et continuer toujours à pousser auprès des pouvoirs publics pour avoir cette volonté politique à l'échelle européenne pour encourager les dirigeants d'entreprise à continuer à œuvrer sur ce segment. Messieurs, merci infiniment d'être intervenus sur ce plateau. Merci pour vos précieux témoignages qui nous permettent aussi d'avancer sur ce débat. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes chaque mois plus nombreux. Je vous rappelle que vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes numériques et sur les réseaux sociaux. À très bientôt.